Black Panther, de toute façon, est quelque chose qui a touché tout le monde, d'accord? Et je vais aller même plus loin en disant que de toute façon, on est toujours les nègres de quelqu'un. C'est pour ça que quand je dis supranégritude, blanc, arabe, chinois, violet, tout ce que vous voulez, euh, on est tous les nègres de l'oligarchie. Frantz Fanon disait qu'on est les damnés de la terre. Je pense qu'on est les nègres du nouvel ordre mondial. On est tous les nègres du nouvel ordre mondial. Et donc supranégritude, ça allait au-delà de ce statut de nègre du nouvel ordre mondial et s'affirmer pour ce que nous sommes. C'est-à-dire des populations qui résistent, des peuples libres, qui aspirent à cette liberté, quelle que soit notre mélanine, quel que soit notre taux de mélanine, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos réflexions. C'est dans ce sens-là, en tout cas, qu'on essaye d'aller de l'avant. Alors, ethno-différentialiste, ça dépend de quelle ethnie on parle, parce que je ne différencie pas, par exemple, autant je constate qu'il y a différentes tribus, autant je ne suis pas dans une démarche d'y apposer une logique différentialiste entre ces tribus en Afrique, entre ces différentes ethnies, entre guillemets, en Afrique. Donc le ethno-différentialiste, dans le paradigme occidental, n'a aucune réalité dans le cadre de la vision africaine ou panafricaine qui est la mienne. Je constate qu'il y a différentes ethnies, mais je ne suis pas là pour exalter ces différences-là. À la différence maintenant de foyers civilisationnels qui sont différents entre les foyers civilisationnels qu'on peut trouver en Afrique subsaharienne, qu'on peut trouver en Orient, qu'on peut trouver en Asie, qu'on peut trouver en Europe, où là, je peux être en effet dans une démarche qui est beaucoup plus, je dirais, euh, voilà, beaucoup plus tranchée comparativement à la vision que je peux avoir à l'intérieur du continent. Donc ethno-différentialiste, non. Ensuite, anti-impérialiste, oui. Afrocentriste, non. Tous ceux qui ont lu mon livre savent que je pense que l'afrocentricité de son vrai nom, non pas l'afrocentrisme qui est une appellation extérieure vis-à-vis de ce concept, l'afrocentricité est une étape mais ne peut pas être une finalité. Et je pense que tout dogme est dangereux par définition. Voilà. Moi, j'aime pas trop la différence parce que je pense que je suis le fruit d'une expérience et que je suis quelqu'un de profondément enraciné dans l'analyse de la nature, de son environnement. Un fruit, à un moment, il est mûr, à un moment, il ne l'est pas, il ne l'est plus. Au départ, les fruits sont accrochés aux branches, puis à un moment, les fruits tombent. Donc il y a une évolution pour tout le monde. Pas l'évolution au sens darwiniste du terme, mais une évolution naturelle des choses. Et il est évident que Kémy Séba, qui s'est fait connaître médiatiquement en Occident en 2004, 2005, puis 2006 avec Rue des Rosiers, ne peut pas être le même que le Kémy Séba qui aujourd'hui touche pas mal de gens sur le continent africain et dans la diaspora, en, en étant plus dans une logique forcément systématiquement frontale, sur une démarche de contestation physique, mais aussi dans une démarche cette fois-ci de vision idéologique. Donc il y a une évolution. Et je pense que je n'aurais pas, auprès de tous ceux qui viennent nous voir, ou qui nous comprennent, qui achètent les livres, qui nous soutiennent, auprès de tous ces sympathisants, on n'aurait pas cette légitimité s'il n'y avait pas eu le Kémy Séba d'avant. Kémy Séba d'avant qui est capable de dire des choses sur lesquelles je peux me tromper. J'ai aucun problème à le dire. Je pense que c'est très rare dans cette dissidence-là. Parce que généralement, les gens aiment rester sur l'opposition, ne serait-ce que pour la forme, pour montrer qu'ils sont des sages. Moi, je ne prétends être le leader de personne. Et je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'on fait ou ce qu'on dit, et qui au final se reconnaissent dans ce qu'on dit, parce qu'ils voient on s'insère dans leur réalité. On ne dit pas qu'on est les leaders ou les dirigeants et eux sont les suiveurs. Je ne crois pas du tout à cette démarche-là. Voilà.
Ben, le quotidien d'un dissident, je ne sais pas le En tout cas, quotidien la des la autres, mais dissidence. la dissidence panafricaine antimondialiste qui est la nôtre, euh, je dis qui est la nôtre toujours pour éviter le moi-je, moi-je, moi-je. Je trouve toujours que ça fait un peu parfois pathétique de centrer les choses uniquement sur soi, même si parfois on est obligé de ne pas les, de passer par là pour dire les choses telles qu'elles sont. Mon quotidien, il dépend de l'endroit où je me trouve. Quand je suis sur le continent, je suis chroniqueur politique. La moitié de la semaine, je consacre mes journées aux préparations d'émissions. On a des livres à lire, on a des invités, excusez-moi, dont on doit étudier le parcours, dont on doit parfois chercher les failles, le point fort aussi, et on se doit d'essayer de proposer des réflexions de fond pour susciter le débat et élever la pensée globalement de la population qui regardera nos débats. À côté de ça, j'ai une petite entreprise, c'est-à-dire qu'on est dans cette démarche sans cariste qui est qu'il faut qu'on produise par nous-mêmes pour nous-mêmes. Donc, j'ai engagé une petite équipe de couturières qui sont dans une démarche donc, de coudre des vêtements, coudre des tuniques africaines. On essaie de valoriser voilà, le paradigme qui est le nôtre, les valeurs qui sont les nôtres, en partant du principe que pourquoi toujours voir les tenues ou le meilleur dans les tenues occidentales ou les tenues des autres, au lieu d'essayer de valoriser ce qui nous est propre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des tenues occidentales. Quand je vais en Occident, là j'étais en conférence ici, au départ je voulais me mettre en boubou, mais quand il fait 5 degrés ou 4 degrés, à moins de mettre un col roulé en dessous du boubou, à la fin ça devient un peu ridicule. Donc on s'adapte aussi à une réalité. Je refuse d'être dans cette caricature ou d'être incarcéré dans le giron de l'immuabilité. Et donc ça c'est aussi une des activités qui est la mienne. À côté de ça, in fine, je fais du conseil politique, c'est-à-dire que je mets en réseau auprès de certains politiciens dont il n'est pas forcément nécessaire de citer les noms, même si certains journaux, comme Jeune Afrique notamment, en ont parlé. Euh, je mets en réseau différentes structures panafricaines dans différents pays. J'ai quand même cette chance dans la sphère francophone, je pense, aujourd'hui, d'être à un stade où on est les plus audibles dans le courant panafricain sur ce terrain-là. Et donc, on a la possibilité de mettre en réseau différentes structures panafricaines que je relie à certains politiciens qui sont intéressés, même s'ils ne le disent pas forcément publiquement, qui sont intéressés par ce courant, par ces réflexions, qui ont besoin parfois d'une base de soutien dans cette sphère-là. Moi, mon but, c'est de lier le panafricanisme de terrain à certains diplomates ou certains responsables politiques qui, demain, pourraient amener le panafricanisme, cette fois-ci, à une, comment dirais-je, à une synchronisation entre la base et le sommet. Je pense qu'il manque aujourd'hui, et moi mon rôle se situe là, même quand je suis dans les médias, quand je travaille à la 2STV, mon devoir, mon travail c'est d'essayer de parler aussi bien aux jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient en mode hip-hop, qu'ils soient dans la rue ou autres, que aux dirigeants qui doivent être aussi alertés par cette réalité panafricaine qui est en train plus que jamais de se développer. Donc voilà, les trois casquettes, c'est celle-ci, conseil politique en dernier. La deuxième moitié de l'autre tiers, c'est des petits commerces qu'on essaye de développer. Et la chose la plus importante, c'est à l'heure actuelle la télévision qui nous permet de toucher quand même des millions de gens qui, pour la plupart, n'ont pas Internet. Donc c'est toujours aussi intéressant à rappeler parce que on touche des gens via Internet, c'est une chose, mais les trois quarts des gens qui nous suivent en Afrique de l'Ouest, par exemple, n'ont pas forcément accès à Internet. Et peut-être une autre chose, c'est aussi d'aller voir les gens concrètement lors de conférences où Oui, tu te déplaces beaucoup. bon, les conférences, je pensais que j'avais pas même besoin de le préciser. Oui, évidemment, c'est vrai que je fais des conférences régulièrement, toutes les 2 semaines. Je suis invité, au contraire d'ici, où je suis blacklisté dans les, dans les écoles ou les universités. En Afrique de l'Ouest, les universités les plus sélectes, on était à Polytechnique il n'y a pas longtemps, on a fait Institut supérieur d'économie et de gestion, etc., des écoles privées qui ont un niveau spectaculairement élevé, comparativement même à ce que je peux voir en Occident, je ne le dis pas pour... Vraiment, c'est une réalité. Nous invitent et nous permettent de passer ce message sur le panafricanisme. On est sollicité par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a une ambivalence entre la manière dont je suis perçu sur le continent. Je parle par les médias, en tout cas. Je suis perçu la plupart du temps quand même comme
un penseur panafricain de la nouvelle génération. La manière dont je suis traité en Occident, où on considère, ça ne m'empêche pas de dormir non plus, hein, mais comme un militant raciste, suprémaciste noir, ou je ne sais trop quoi, limite nazi noir, enfin, beaucoup de néologismes pour pas grand-chose en réalité. Voilà. Ok. Vous pourrez continuer. Alors ça, je précise d'emblée pour bien clarifier les choses, que de un, c'est pas moi, je ne fais que relater des propos historiques d'autres personnages. D'accord. Par exemple, Hérodote n'était pas du Nigeria, jusqu'à preuve du contraire, ni du Sénégal. Ah ouais. C'était un occidental. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir la perception, parce qu'on peut faire la liste de personnages occidentaux qui vont dire que les nègres sont inférieurs, sont une race inférieure, etc. Et ça m'intéressait de voir la perception, cette fois-ci, de l'autre côté. De quelle manière d'autres occidentaux pouvaient percevoir dans l'ancien temps, avant la construction d'une structuration qu'est le racisme en tant que tel, pouvaient percevoir les populations dites originelles et la manière dont ils décrivaient. Donc je pense qu'il est dangereux de sortir des propos de leur contexte. Quand Hérodote parle de ces êtres-là comme des êtres grands, des êtres plus beaux ou autres, etc. Moi, personnellement, si tu me demandes qui je préfère entre les Africains, les Afro-descendants et les autres, je dirais que je trouve plus beaux les miens. C'est mon point de vue. Et j'espère qu'un Chinois pense la même chose des siens, et j'espère qu'un Français caucasien pense la même chose des siens. Moi, j'exalte la fierté de chacun, que chacun soit dans cette démarche-là. Mais dans ce cadre-là, historique ou cosmogonique, la vision que les autres avaient des nôtres, à une époque où la construction du racisme ou la structuration gobinoesque des choses n'était pas encore présente, je pense que c'était important de le relater. Et d'ailleurs, je terminerai juste en disant que le propos que tu cites à la base, c'est une importation d'une réflexion d'un frère que j'aime profondément, qui s'appelle Roger Atangana, d'accord, qui est est un gros penseur sur ce terrain-là, qui vit entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Voilà. Lui répondre, ça serait lui apporter beaucoup d'importance. Lui accorder objectivement beaucoup d'importance. Moi, je suis père de famille. Si mon fils, quand il grandit, croit qu'il est plus grand que le père, il serait grave et pathétique que je me batte avec mon fils en lui disant « Non, tu as tort. C'est moi le patron, c'est moi le chef. » Un père ne crie pas sa paternité à son fils. Il vit comme il doit vivre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si dire que nous sommes le peuple originel de la planète, nous sommes les premiers êtres, ça gêne et ça crée de l'urticaire chez nos contradicteurs ou chez nos interlocuteurs, ça ne m'empêchera absolument pas de dormir. Chacun pense ce qu'il a envie de penser. C'est-à-dire que chacun peut croire que c'est les premiers peuples de l'humanité, c'est des Martiens, c'est des Norvégiens, c'est des Ariens. C'est de base archéologiquement. Non, archéologiquement, historiquement parlant, c'est-à-dire que tout le monde le... Voilà. À part vraiment des personnes qui sont tellement complexées par une chose qui ne devrait même pas les heurter dans leur sensibilité, d'accord, qui est de dire que oui, que les premiers hommes sont des hommes africains, c'est des choses qui sont connues. Il y a la théorie de la sortie d'Afrique. Après, certains veulent dire que ce sont quasiment des singes qui sont sortis d'Afrique parce qu'ils ne peuvent accepter. Et c'est ça qui est intéressant avec les Hérodotes et compagnie, c'est que c'est Hérodote qu'on considérait comme le père de l'histoire, lui-même quand il évoque un certain nombre de récits du passé, a cette capacité à retranscrire les choses telles qu'elles étaient dans les traditions anciennes, telles que les premiers êtres étaient considérés, étaient décrits physiquement, culturellement et autres. Ça ne posait pas de problème avant. Mais dans un monde aujourd'hui où la suprématie occidentale, au-dessus de cette suprématie, la suprématie ashkénaze, complètement naze, a pu voir le jour,
il est très mal vu, surtout dans une vision talmudique où le noir est considéré comme les sous-hommes, et cette vision talmudique a pénétré la vision de certains cercles occidentaux ou de certains cercles arabes. Il est très mal vu de dire que les premiers hommes, c'était des hommes noirs, de peau, à la peau sombre, mais ça ne m'empêchera pas de dormir que certains ne le comprennent pas. Comme je le dis, je suis père de famille, j'ai aujourd'hui pas mal d'enfants, à qui je passe bon, je fais un coucou d'ailleurs, et ces enfants-là, si dans 20 ans ils disent qu'ils sont le père, je vais les regarder avec un peu de pitié. Parce qu'ils seront les pères d'autres, mais ils ne seront pas mon père à moi. Et si ça c'est du suprémacisme pour Stéphane François, dont j'aimerais bien d'ailleurs connaître le véritable nom, parce que j'ai l'impression qu'il me fait un petit peu marane le monsieur, ce qui est certain c'est que nous ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Il y a des débats qui pour moi n'ont pas lieu d'être. Wole Soyinka disait un tigre ne crie pas sa tigritude. Je ne partage pas bon nombre de points de vue avec Wole Soyinka, mais une chose est certaine, c'est qu'un père n'a pas besoin de scander, de crier sa paternité à son fils. Voilà. Et si le fils est pris d'une folie et croit qu'il a engendré le père, c'est lui qui a un problème, c'est pas le père qui sait qui il est. Et supranégritude, c'est savoir qui on est et donner une réflexion sur ce sujet. Point barre. Voilà. Ok, donc juste ça c'est pour moi après on verra. Mais si je comprends bien, du coup, c'est le peuple originel, ça c'est objectif, voilà, c'est une vérité, ou voilà. Mais ça ne veut pas dire la conclusion, le suprématisme. Absolument pas, parce qu'il y a des enfants qui sont bien meilleurs que leurs parents. C'est mathématique, c'est-à-dire que j'ai envie même de dire, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, hein, je ne suis pas en train de dire que les autres sont supérieurs après aux Africains, mais le but du fils, c'est qu'il essaye d'atteindre le père et d'aller beaucoup plus loin. Et il y a certaines contrées où, objectivement, même sur le terrain de la sagesse, ça va beaucoup plus loin que nos réalités africaines aujourd'hui. Je ne parle même pas de la technologie, du développement qui, pour moi, est très relatif en termes d'avancée. Donc, être le fils d'eux ou être dans la lignée ou la descendance ne rend pas moins fort. Au contraire, ça bénéficie de l'expérience des aînés pour aller le plus loin possible. On dit la terre-mère, c'est la mère de l'humanité, mais ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas là pour être dans une logique de dépasser. Donc, quand ils disent suprémaciste, ça montre à quel point ils n'ont rien compris. Puis quand on regarde la réalité africaine aujourd'hui, qui peut, objectivement, de manière solennelle, de manière cohérente, regarder ce qui se passe sur le continent et oser prôner une suprématie à l'extérieur. Il faut qu'on soit un minimum sérieux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de répondre à ces gens-là. Tu vois, c'est une part de temps, je pense. Okay. Mais je te remercie d'avoir posé la question. Non, merci. Voilà. Alors, il y a identité et il y a nécessité de l'autre côté d'unité. Il y a lutte contre le déracinement et lutte contre la création, donc, anarchique d'identité. La conférence de Berlin en 1884 et 1885, structurée et organisée par les francs-maçons, a voulu segmenter tout un continent en parts de marché, en différentes parts de gâteaux, divisant parfois différentes ethnies, d'accord, différentes mêmes familles, d'accord, en différents pays. Et le projet des Nkrumah, le projet des Lumumba, le projet par la suite des Sankara, le projet des Ruben Ugniobe, le projet des Amilcar Cabral, et le projet même par extension de quelqu'un qui n'était pas uniquement panafricain, ou qui n'était pas panafricain dans la fondation, mais qui était panafricain dans le développement sur le terrain géostratégique, Gamal Abdel Nasser, ce projet-là, c'était de créer un front qui puisse permettre d'alourdir notre voix au concert des nations pour lutter contre ce que j'appelle le cancer des nations, qui est l'oligarchie. Et donc, on parle aujourd'hui du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est ancien pour les Africains. Quand ils viennent à la conférence de Berlin et qu'ils assujettissent toute une population, une addition de population, ou des populations, le mondialisme nous touche parce qu'ils veulent nous emmener à ressembler à la réalité qui est la leur, d'accord, dans le prisme et le paradigme qui est le leur. On dit nouvel ordre mondial, c'est nouveau pour les prolétaires d'Occident, mais c'est ancien pour les gens de notre continent. Et quand on propose le panafricanisme, quand on propose d'aller vers le gouvernement fédéral africain, l'État fédéral africain,
quand Kadhafi, le dernier des grands panafricains, à mon sens, même s'il peut être critiqué sur bon nombre de points, propose cette démarche-là dans la lignée de ceux qui l'ont précédé, c'est un contre-mondialisme qui peut être considéré comme un mal nécessaire, mais il ne va pas dans le sens d'éradiquer les différences entre les familles, d'accord? Chaque famille, il y a les Peuls, il y a les Dioula, il y a les Bété, il y a les Bassa, il y a les Fang, etc. Et c'est cette diversité de richesses, l'Afrique se portera mieux. Mais cette diversité de richesses, il n'empêche que lorsqu'on les étudie de fond en comble, on se rend compte qu'il y a, qu'on le veuille ou pas, de la même façon qu'en Occident, malgré qu'il y ait des Basques, malgré qu'il y ait des Corses, malgré qu'il y ait tout ce que vous voulez, il y a un foyer civilisationnel commun. De la même façon, il y a sur le continent africain un foyer civilisationnel commun, minimal, sur lequel on se doit, et quand je dis minimal, en réalité, je pourrais même dire maximal, sur lequel on se doit de s'appuyer. Et les aînés, dont parfois les nationalistes ou certains militants antimondialistes en Occident chantent les louanges, que sont les Nkrumah, les Sankara, etc., quand ces aînés ont conceptualisé cette logique du panafricanisme, ou du moins ont prolongé une démarche qui était là avant eux, ils avaient compris qu'en proposant cette alternative-là, ils sortaient de l'incarcération identitaire dans laquelle ils avaient été placés auparavant. Moi, je ne veux pas, quand on étudie même étymologiquement parlant le sens des nationalités qu'ils ont créées, que ce soit Sénégal, que ce soit Cameroun, quand on sait ce que signifie Cameroun, parfois il y a des inquiétudes à avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bénin, etc., ce ne sont pas nos identités. Et on a proposé contre cette identité qu'on nous a imposée, nos aînés ont proposé une contre-identité. Une contre-identité qui nous réunit, qui nous permet de nous voir non pas comme des clones, mais comme des frères, chacun avec une identité propre, certes, mais comme des frères. Et moi, je peux vous le dire, à quelques exceptions près, il y a toujours des abrutis partout, pas de souci, mais je peux vous dire que dans l'immense majorité, partout où je vais, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin, on n'a pas besoin d'endoctriner les gens à l'école pour que la notion de frère, on s'appelle frère naturellement, au-delà même d'un cadre religieux, je tiens à le préciser, les Africains ont tendance à s'appeler frères beaucoup plus facilement, comme ils ont cette capacité aussi à se couper à la machette très facilement aussi. Hein, c'est pas, on est une addition de peuples des extrêmes aussi, où on peut aimer excessivement et se détester excessivement aussi. Mais cette identité-là nous permettra de densifier notre voix au concert des nations. Et c'est en ce sens-là que les aînés se sont inscrits dans cette réflexion. Quelle place déjà ont-ils en Afrique avant de parler Peut-on peut-être voir un avenir avec eux avant de voir quelle place peuvent-ils avoir dans la construction panafricaine, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est leur place actuelle en Afrique? Quelle est leur place? Quel est leur rôle? Quelle est la légitimité de la présence de certains? Quel est leur comportement? Tous ne sont pas mauvais. Certains sont extrêmement mauvais, d'autres sont bons. Ceux qui sont bons, qui veulent aider l'Afrique, ils n'ont pas besoin du soutien ou de la réflexion de Kémy Séba dessus. Mais ce qui est certain, c'est que quand on parle du panafricanisme, à la base, on parle de la même façon que la négritude a été à une certaine époque une idée d'exaltation, de fierté de nous-mêmes et une démarche qui nous a poussé à nous relever. Le panafricanisme va dans ce sens-là. La négritude peut être une base, le panafricanisme va dans la transcendance de cette base-là. Et par conséquent, si vous me parlez de ces gens-là d'Afrique australe, qui s'occupent déjà d'essayer de répartir les richesses de manière équitable, là où c'est possible, là où c'est faisable sur le continent, avant de songer à une quelconque participation à l'intérieur du panafricanisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas aller vous dire demain que oyez, panafricanisme, c'est United Color of Benetton. Ce n'est pas le projet de base. Maintenant, ce que tu appelles population blanche, on peut discuter des heures et des heures. Je sais aussi qu'il y a des blancs qui apportent 10 fois plus à l'Afrique, malheureusement, que certains noirs. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier, et je ne veux pas non plus être dans la caricature ou dans l'excès. Mais pour ce qui est du projet panafricain pour l'instant, il faut que les Africains subsahariens
parce que c'est comme ça que ce projet-là est né à la base, les descendants des Africains subsahariens, qu'on puisse conceptualiser cette réflexion, la densifier, plus que jamais la remettre à jour, pour par la suite, dans un avenir plus ou moins lointain, peut-être entrevoir la logique d'élargir les portes d'entrée de ce courant-là de pensée. Bon, Ben Barka était... Boumedienne, c'est une chose. On ne peut pas nier qu'il était dans une démarche panafricaine à une époque anticolonialiste violente, conflictuelle, réelle. Ben Barka était beaucoup plus tiers-mondiste. Il ne s'inscrivait pas de manière non plus hystérique dans le courant panafricain, objectivement. Donc je pense qu'il faut déjà nuancer sur un point de vue historique ces deux exemples qui ne sont pas forcément à mettre sur le même pied d'égalité. Ensuite, quelle est la place des pays du Maghreb dans le panafricanisme? Je reviens pas sur le même terrain parce qu'eux sont de facto depuis un certain temps sur le continent africain. Avant de parler de leur place dans le panafricanisme, il faut essayer de considérer, de réfléchir à leur place sur le continent africain. Leur but, leur vision. Tous n'ont pas la même vision. Tu me diras, les Africains subsahariens n'ont pas tous la même vision non plus. Certes, c'est vrai. Mais je ne peux pas parler d'unité africaine du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant que les pays, par exemple, d'Afrique du Nord, pays du Maghreb, n'auront pas résolu un problème de fond qui est la négrophobie hystérique, qui est en train aujourd'hui de se développer dans les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb et du monde arabe de manière générale. De manière claire, nette et précise. Mais le terme de négrophobie hystérique, par exemple, il n'est pas un peu fort par exemple, pour les pays d'Afrique du Nord, comparé par exemple aux pays du Golfe. Là, je suis d'accord que c'est... Moi, j'ai des témoignages que je ne montre pas parfois par pudeur, parce que certains qui nous écrivent font énormément parfois de fautes, des témoignages dramatiques de certains Africains subsahariens qui sont partis, par exemple au Maroc, qui sont partis dans différents pays du Maghreb, parce qu'on leur a appris que le Maghreb, c'est l'Afrique. Moi, j'ai grandi en ayant appris que le Maghreb, c'est l'Afrique, et qu'à la base, ce sont mes frères. Ils sont partis là-bas, ils ont vécu, et certains vivent un drame, un calvaire. Et ça, c'est des choses aussi qu'on doit dire. Et moi, il y a quelque chose qui mérite profondément, et je le dis, et je ne le dirais pas si je n'avais pas comme espoir que l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, puisse parler tel un seul bloc. Ça m'attriste profondément que certains aient une hyper susceptibilité, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais dès qu'on aborde ce sujet, qui est de dire que oui, il y a une négrophobie violente, réelle, différente de ce qu'on peut trouver dans les pays du Golfe. Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est violente. Et je vais même aller plus loin pour pousser le raisonnement. Je peux t'assurer que sur certains points, la négrophobie qui existe à l'heure actuelle dans les pays du Maghreb est peut-être plus violente que la négrophobie qu'on peut trouver à certains endroits d'Occident. Moi, je te le dis. Et c'est un phénomène, ce qui se passe là, bon, il y a eu, on ne va pas revenir sur, on ne va pas faire sur ananas, on ne va pas parler de la traite arabe, etc. Parce que déjà, de un, la traite arabe, elle n'était pas à la base racialisée. Elle est devenue au cours du temps, mais ce n'était pas le projet de base puisqu'il y avait des Blancs et autres, même des Arabes qui étaient des captifs de guerre et qui étaient faits esclaves. Après, ça s'est racialisé sur le long terme. Mais ce n'est pas nouveau que dans ce monde-là, la question du racisme vis-à-vis des Noirs soit présente. Je ne veux pas faire du Dominique Sopo, du SOS Racisme ou du cran être dans la complainte, mais tu me poses une question sur l'unité, je dis pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait justice. Moi, je pense que l'Afrique ne pourra pas s'en sortir sans l'union de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. Je le pense. Mais je pense aussi, c'est ça qui me différencie à la fois des afrocentristes, de toute façon qui n'existent qu'à Paris, les gens du Maghreb qui ne veulent pas, certains qui ne veulent pas se remettre en question, mais qui veulent adhérer au panafricanisme. Je pense qu'entre ces deux pôles, il y a une voie du juste milieu qui est que unité, oui. Mais d'abord justice et règlement d'une situation grave et alarmante qui se passe actuellement, qu'il faut régler maintenant. Vraiment, il faut qu'il y ait une politique de fond, temps comble, qui soit opérée, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye où il y a une chasse aux Noirs, pour des raisons voilà, circonstancielles, mais même avant ces raisons-là, ces raisons circonstancielles-là, même sous Kadhafi, lui aimait cette Afrique subsaharienne. Certains vont dire que c'était de manière opportuniste ou autre. Moi, je pense vraiment qu'il avait un lien particulier avec cette dernière. Ça n'engage que moi.
Mais beaucoup de Libyens n'aimaient pas, et dans ces régions-là du monde, n'aiment pas aussi les Africains subsahariens. C'est quand on vient en Occident qu'on s'appelle frère, frère, frère. Il y a peut-être plus cette fraternité en Occident, et encore on peut en discuter, mais elle n'est pas hystériquement présente sur le continent. Et c'est quelque chose sur lequel il faut plancher. Moi, j'arrive pas à comprendre, par exemple, que certains pays d'Afrique du Nord soient beaucoup plus accueillants avec des gens d'Occident qu'avec les nègres, entre guillemets, ou les carlouches, comme on est appelé, qui sont sur le même continent. Il faut que tôt ou tard on réfléchisse à ça. Donc, unité, oui, mais pas tout de suite. Tant qu'il n'y aura pas de règlement de ce problème de la négrophobie dans les pays du Maghreb, je n'entrevois pas, en ce qui me concerne, un panafricanisme continental. Pour l'instant, on va être obligé de commencer par ce panafricanisme subsaharien, même si, comme tu le dis, historiquement parlant, on a des exemples qui nous montrent que quand le Maghreb est habité de personnes éclairées, qui ont compris les enjeux de bouger de manière continentale, cette question de la négrophobie baisse, stagne pendant un certain temps. C'est ce que je pense. Voilà. Muammar al-Kadhafi représente, à mes yeux, à la perfection, ce trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il a compris, c'est quelqu'un qui était panarabe au départ, pas panafricain, mais il a compris l'intérêt, d'un point de vue stratégique, que symbolisait l'État fédéral africain. C'est quelqu'un qui était raillé dans le monde arabe à une certaine époque. J'ai rarement entendu, depuis que j'ai commencé politiquement, avant sa mort, des Arabes parlaient en bien de Kadhafi, c'était généralement, enfin des Arabes, des Maghrébins parlaient en bien de Kadhafi, les Arabes, j'en parle, le monde arabe, j'en parle même pas. C'était généralement l'Afrique subsaharienne qui parlait en bien de ce dernier, ou les mouvements afro-descendants révolutionnaires de la diaspora qui parlaient positivement de cet aîné. Mais la mort de Kadhafi et comment dirais-je, la multiplication d'ouvrages développant sa doctrine, exposant ses idées, a permis, je pense, d'avoir un meilleur regard sur la personne qu'il était. Et pour quelqu'un de sincère qui est en Afrique du Nord, je pense que connaître cet individu permettra, à mon sens, de rapprocher les différentes parties du continent. Parce que c'est pour moi, et c'est pour ça que je te dis que ceux qui me disent qu'Émile Seba il exclut les Arabes, ils n'ont rien compris. Je n'exclus pas les Arabes, j'exclus les négrophobes. Parce que pour moi, Muammar al-Kadhafi est le dernier grand panafricain qui existe aujourd'hui. Il est mort, mais c'est le dernier grand panafricain de l'histoire. Nous, on est ses héritiers et on est loin pour l'instant d'arriver à, même si on met notre petite pierre d'édifice, on n'est pas encore à son niveau, loin de là. Voilà. Alors, ça, c'est une vision malheureusement, objectivement diasporique des choses, parce qu'il y a des liens, comme je le dis, entre le Maroc et différents pays d'Afrique subsaharienne sont très forts et sont très présents depuis un certain nombre d'années. Mais ça ne change rien. Et la disparité qu'on peut retrouver, ou des relations, les tensions, les scansions qu'on peut retrouver dans les relations entre les différentes populations, non pas lorsque ces dernières sont en Afrique subsaharienne, parce que généralement il n'y a pas de tension entre ce qu'on appelle les Nars en Afrique de l'Ouest, comme ça qu'ils appellent les Maghrébins, les Nord-Africains et les Africains subsahariens. Mais quand on est dans les pays du Maghreb, peu importe le financement du Maroc ou les collaborations entre différents États, la négrophobie est présente. Toujours. Donc je pense que ce n'est pas ça qui pourra régler le problème de l'éloignement. Puis de toute façon, à une certaine époque, le Maroc, il songeait même à rentrer dans l'Union européenne. Donc c'est aussi une question de paradigme. Hein, tu vois, je pense qu'il faut se sentir africain. Il faut comprendre qu'on fait partie du même ensemble. Il y a des gens qui sont éclairés, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, et ces gens-là qui sont éclairés doivent s'unir. C'est ça le panafricanisme. Sur le long terme, c'est ça le panafricanisme. Et moi, je reste intimement convaincu que même s'il y a des abrutis de toutes parts, dans le Nord ou en Afrique subsaharienne, il y a des gens éclairés qui seront, je le pense, profondément les acteurs du panafricanisme de demain, qui est en train de se faire en direct là, et je le vois sous mes yeux. J'y participe à la manière qui est la mienne. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train
une certaine façon d'écrire une autre page de l'histoire de notre continent à travers cette propagation d'une nouvelle réflexion en ce qui concerne le panafricanisme, cette fois-ci non plus opposé au colonialisme, mais qui analyse les dangers du mondialisme. Voilà. Bien sûr. En Afrique. D'ailleurs, les trois quarts de mes sympathisants sont des gens qui apprécient notre démarche parce qu'on a osé y aller, mais qui, je pense, n'auront pas soit les possibilités matérielles, soit le courage, il y a aussi de ça, de quitter les privilèges d'Occident pour aller sur le continent. Mais ils peuvent apporter de là où ils sont. Je pense que c'est une addition de force qui permettra à notre continent d'avancer. Voilà. Vous avez aussi notamment parlé de ce projet avec cette microbanque de MBAD, Microbanque africaine de développement, oui, c'est quelque chose sur lequel je planche depuis un certain nombre de mois, on va dire, avec d'autres frères du continent de la diaspora. Et c'est quelque chose qui est en cours de lancement actuellement. Oui. Exactement. D'accord. Juste en quelques mots pour essayer d'expliquer son fonctionnement. C'est extrêmement simple, c'est quelque chose de pas compliqué parce que je pense que les plus grandes idées sont celles qui partent du terrain de la simplicité. On part du principe qu'il y a un système chez nous qui s'appelle la tontine. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Afrique. C'est que une collectivité, chacun cotise. D'accord ? Et les cotisations de chacun permettent à un projet de l'un des membres de cette tontine de se réaliser. Nous, on va aller plus loin. C'est qu'on veut que tout le monde mette un petit peu du sien. On peut être par exemple 200. On peut être 2000. Si on est 2000 à Bruxelles et que chacun met 10 euros, ça fait combien? Ça fait 20 000. 20 000 euros qu'on transforme en francs CFA, ça fait une somme, même si le franc CFA, après certains vont dire, évidemment, il faut que cette monnaie disparaisse, mais pour l'instant, moi je parle de manière concrète parce que je vis là-bas. En attendant les discours révolutionnaires de il faut changer cette monnaie, ce qui est vrai, pour l'instant, c'est avec ça qu'on est obligé de faire. Pour l'instant, eh bien, 20 000 euros, si on est capable d'avoir ces sommes-là, et je vous dis 10 euros, c'est pas grand-chose, on peut financer un certain nombre de projets, un certain nombre de forces vives sur le continent, plutôt que de faire des Western Union pour envoyer à nos cousins, nos cousines qui, pour certains, ne foutent strictement rien, financer des projets objectifs, des projets cohérents qui vont dans le cadre du développement africain, parce qu'il faut savoir qu'il y a une guerre à l'heure actuelle. Le mondialisme a compris une très grande chose, c'est que plutôt que de s'opposer frontalement et imposer ces schémas de pensée aux Africains, aujourd'hui, ils ont décidé d'être dans l'accompagnement. Et cet accompagnement passe par les ONG qui financent de manière spectaculaire aujourd'hui les projets des esprits les plus brillants. Parce que ce qui nous manque, c'est que nos États, nos chefs d'État ont les moyens, mais ne financent rien, puisqu'ils se remplissent les poches. Et du coup, ce sont donc soit les ONG occidentales, américaines ou autres, qui vont financer pour par la suite, in extenso, coopter les jeunes, ceux de la nouvelle génération africaine, les têtes pensantes, ou alors de l'autre côté, ça sera, et c'est ce sur quoi on doit penser, cette diaspora qui, en s'organisant et en agissant de manière collective, de manière collégiale, sera capable de financer, de faire contrepoids au fur et à mesure que le temps passera, d'accord, vis-à-vis de ces pénétrations mondialistes que sont les ONG sur le continent. Si on finance de manière intelligente, là par exemple on était la dernière fois environ 250, si chacun donne, je le dis, 10 euros par mois, 10 euros, on fait exprès de ne pas demander plus. Celui qui dit qu'il n'a pas 10 euros est vraiment quelqu'un qui se moque du monde en Occident. Après, il y a d'autres qui sont dans des situations précaires pour d'autres raisons, mais ce n'est pas d'eux dont je parle, évidemment. 10 euros pour 250, 2500 euros, 2500 euros. 2000 euros, c'est 1, que je ne dise pas de bêtises, plus d'1,2 million de francs CFA, environ même parfois 1,3 million de francs CFA. On peut financer un nombre incalculable de projets pertinents. Et ces gens-là qu'on va financer, ce sont des personnes qu'on enracinera dans une démarche anti-impérialiste, panafricaine, de résistance et de discernement. Ils seront liés à des idées de réflexion de fond. Mais si on ne comprend pas qu'il y a une guerre des mondes qui est en train de s'orchestrer à l'heure actuelle sur le continent, les Chinois, eux, ils sont carrément dans une stratégie de repeuplement. Ils envoient leur gens pour travailler, c'est même pas comment dirais-je, une démarche de financement de populations africaines. Ils envoient leur gens, ils virent les autres, ils font ce qu'ils ont à faire. Les Occidentaux laissent les Africains sur place et les financent, les charment.
Il leur dit, c'est bien ce que vous faites. Il faut maintenant importer les valeurs démocratiques, etc., etc. Toute leur logorée que l'on connaît, sachant que la démocratie, si c'est Bernard-Henri Lévy en Ukraine, on peut s'inquiéter. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on va arriver, quand on voit que des George Soros financent un tas de mouvements jeunes de la société civile, un tas de projets sur le continent africain, ces gens-là savent ce qu'ils font. Et le problème, c'est que les anti-impérialistes et les dissidents sont forts pour s'opposer, mais sont très peu forts pour proposer. Et nous, cette MBAD, Microbanque africaine du développement, qui est simplement d'être dans cette logique de cotiser un minimum, mais de manière structurée, et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place dans chacune des grandes villes, déjà de la diaspora, en Occident, d'accord, cotiser une somme de 10 € par mois, et plus le nombre de personnes qui cotisent est important, plus on peut financer des projets. Après, il y a une démarche de listing des projets qui sont, avec des projets prioritaires qui sont effectués. Et on agit en sorte que les comités de ces MBAD, de ces microbanques africaines de développement, sont des comités indépendants qui ne dépendent pas de nous. Il faut que chacune des parties de ces diasporas-là et in extenso de ces groupes de résistance, parce qu'il y a aussi des Occidentaux qui sont dedans et qui veulent soutenir cette démarche-là, que tous ces groupes-là agissent de manière autonome, soit dans une démarche d'élire ceux qui seront leurs responsables aussi. On est dans une démocratie directe en réalité qui agit directement, sans filtre, pour aider une population, parce que si on ne fait rien pour le continent, on sera accusé de non-assistance à terre-mère en danger. Moi, c'est ma réflexion, c'est mon point de vue depuis un certain temps. Et je pense que cette démarche de MBAD va dans le sens du développement réellement. Voilà. Mmh.